Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette troisième soirée de débat de Saha Shriptek. Et le thème ce soir, ce sera réfugiés et migration forcée. Avec nous ce soir, d'abord Myriam Belkaïd. Bonsoir Myriam. Enseignante et chercheuse à l'université de Bowdoin aux États-Unis. Vos travaux de recherche en ce moment portent sur la littérature et le cinéma en Afrique du Nord et vous écrivez un livre sur le cinéma documentaire en Algérie après la guerre civile. Avec nous également Iqbal Zalila, bonsoir. Bonsoir. Iqbal, vous enseignez vous aussi le cinéma documentaire, l'analyse de films, l'esthétique du cinéma à Tunis. Vous êtes l'ancien président de l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique et également ancien directeur artistique des journées cinématographiques de Carthage. Alors, première question, très large pour commencer cette soirée. Si on s'interroge sur le regard qui est posé aujourd'hui en Afrique du Nord par le cinéma sur les problématiques de la migration et de l'exil, et je précise qu'on va prendre cette question de la migration dans son sens large, hein, c'est-à-dire dans le sens des déplacements d'individus. Aujourd'hui, au Maghreb, quelles sont les histoires de migration qui sont racontées par le cinéma? Myriam, peut-être pour commencer? Oui, bien sûr, merci. Bonsoir à tous. Alors, cette question, en effet, de la migration, si on la prend au sens large d'un déplacement, je pense qu'en tout cas, dans le cinéma algérien que je connais un petit peu mieux, elle est abordée de différentes façons. Puisque les déplacements sont divers, il y a évidemment les départs depuis l'Algérie vers le nord, qui nourrissent un certain nombre de films. Il y a la question de l'immigration, donc c'est-à-dire finalement les migrants subsahariens qui alors soit passent par l'Algérie, soit s'y installent aussi, qui est aussi abordé par certains films. Et évidemment, on a toute la question des retours migratoires, c'est-à-dire le pays et qui décide ou qui est forcé de retourner en Algérie et dont on suit finalement la trajectoire. Je ne sais pas si c'est absolument exhaustif, mais ce qui est sûr, c'est que la question du déplacement est centrale. Je préfère utiliser déplacement puisque finalement ça correspond un peu plus aux différents mouvements migratoires possibles et représentés dans le cinéma. Iqbal, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le cinéma en Tunisie et son rapport avec cette question de la migration, du déplacement, comme disait Myriam? C'est-à-dire que si on essaye de mettre un peu en perspective cette thématique, euh, il est indéniable que le cinéma tunisien s'est intéressé à la migration intérieure dans un premier temps, c'est-à-dire l'exode rural, en fait, avec un film phare qui est Demain de Brahim Babaï, qui est une fiction, en fait, au Radan. Par la suite, un certain nombre de réalisateurs, toujours dans la fiction, se sont intéressés à la migration telle qu'on la connaît, c'est-à-dire généralement en direction de la France. Donc, il y a les ambassadeurs de Nasser Ktari, il y a Demain je brûle, qui est un film sur le retour, sur quelqu'un qui retourne mais qui veut repartir et qui n'y arrive pas. Il y a L'ombre de la terre de Taïb Louhiche aussi, qui à sa manière traite de la question. Donc, c'est un thème qui traverse un peu l'histoire du cinéma tunisien, qui ne se décline pas nécessairement de la même manière à travers laquelle il peut se décliner ces dernières années, puisque il y a une évolution du phénomène. Par la suite, les dernières années, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de films qui ne peut-être
ne s'approprient pas la thématique, ne prennent pas la thématique à bras le corps, mais où il est question aussi du migrant en tant qu'autre, une altérité. Donc, il y a notamment le très, très grand film de Khaled Slim, même si ce n'est pas dit, mais le personnage de N est un subsaharien, c'est le dernier des hommes en quelque sorte. Et puis, il y a aussi un documentaire qui est un documentaire très important dans, dans l'histoire du cinéma tunisien des 10 dernières années, à savoir Babylone, qui est un documentaire sur des personnes en transit. Ce sont des réfugiés, en fait, des réfugiés qui ont fui la Libye, la guerre en Libye, pour venir s'installer en Tunisie. Donc, on a eu à peu près 1 million de 980 000, je crois, donc de réfugiés, de personnes déplacées, en fait, qui sont passées de Libye vers la Tunisie. Et puis, c'est un film important aussi parce que, justement, moi, je pense que ces films qui s'intéressent à cette question sont d'autant plus intéressants qu'ils ne s'attaquent pas au problème d'une manière frontale. C'est-à-dire, les films qui m'ont le plus marqué, qui traitent de la question, ce sont des films qui ont une écriture particulière, mais ce détour justement par une manière un peu de penser le film, cet écart un peu, nous ouvre les yeux. C'est dans ce sens que c'était très intéressant parce que je pense, et j'espère qu'on abordera le problème, donc la question du cinéma est aussi centrale parce qu'aujourd'hui, nous sommes inondés d'images, nous avons beaucoup d'informations sur les migrants, et puis que peut le cinéma aujourd'hui pour appréhender cette question, le cinéma tunisien ou algérien, peu importe. Et puis, justement, qu'est-ce qui fait cinéma dans des films traitant de la question? Donc, pour revenir à votre question, il est incontestable que c'est une question qui est relativement nouvelle. Si on prend, par exemple, le cas des migrants africains qui sont en transit en l'attente d'une éventuelle traversée, c'est un phénomène qui est relativement récent. Il n'y a pas eu encore, enfin, du moins, je n'ai pas eu vent justement de films portant sur la question, alors que dans la Tunis, par exemple, du côté de l'Arwin, aujourd'hui, il y a une très très forte communauté de personnes d'Afrique subsaharienne qui arrivent en Tunisie via des filières qui sont très très bien organisées, qui sont en attente, et cette attente peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 3 mois, peu importe. Mais ça n'a pas l'air encore d'intéresser suffisamment de monde. Voilà. Alors pour rebondir justement sur cette question de quel va être le positionnement du cinéma, parce que vous le disiez, donc c'est vrai que depuis 2015, et ce que l'Europe a appelé la crise des migrants, il y a eu un regain d'intérêt pour les médias de par le monde sur ces questions de migration. Donc les images sur la migration, mais là plutôt dans un sens de personnes quittant des pays dits du Sud pour aller vers des pays dits du Nord. Là, il y a eu beaucoup effectivement de travail et d'images qui ont existé. Est-ce que, Iqbal, il y a des exemples de films et de positionnement que vous pourriez nous donner en exemple qui soit sont intéressants pour vous, soit au contraire vous posent question? Je vous ai parlé de Babylone, de Aladdin Slim, Youssef Cheb et Ismail. C'est un documentaire qui m'a beaucoup parlé parce que justement, ce sont des images documentaires, mais qui sont prises dans une sorte de réécriture qui en fait
l'histoire de la naissance, du développement et de la disparition progressive d'une cité, en fait. Donc, c'est quelque chose, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un film qui a fait beaucoup d'interviews, en fait. On filme des gens comme ça. Et puis, donc, sinon, les films qui m'ont marqué traitant de la question ne sont pas nécessairement des films de la région, mais euh, Inland, par exemple, de Tegui, je trouve absolument indépassable, qui lui, ne traite pas directement de la question de la migration, mais qui finalement, c'est une sorte de, c'est une sorte de trajectoire à rebrousse-poil. Donc, c'est un film qui inverse un peu les trajectoires traditionnelles de la migration. Donc, sinon, il y a aussi, par exemple, dans la fiction, dans le cinéma international, il y a les films de Pedro Costa, qui je crois, est, est le cinéaste qui a le mieux et qui a filmé de la manière la plus touchante, justement, et la plus simple, par ailleurs, aussi, des migrants cap-verdiens dans les bidonvilles de Lisbonne, quoi. Mais, sinon, il y a aussi un film qui a été fait par Ahmed Jlassi, qui s'appelle Les Cheikh au pays des merveilles. Ahmed Jlassi était à Paris. Au moment où il y a eu une très très forte vague de migrants tunisiens qui sont partis dans la foulée de la Révolution, ils se sont retrouvés en Italie. Berlusconi leur avait donné un laissez-passer de 6 mois. Un groupe s'est retrouvé en France du côté de la Villette. Donc, lui, un jour, en passant, il a vu le phénomène, il a pris sa caméra, il a commencé à tourner. Et puis, donc, ce que montre le film, parce qu'il a beaucoup tourné, il a passé 2 mois avec eux, je crois, mais ce que montre le film, c'est aussi, ce sont des portraits de migrants qui ne correspondent pas un peu aux stéréotypes du migrant tel qu'on se le représente en Occident. Donc, ce sont des gens ce que montre le film, dans tous les cas, lui, il a choisi justement de mettre l'accent sur des personnes qui n'avaient pas de raison, disons, objective de migrer. Ce ne sont pas des gens qui sont dans une sorte de déshérence, de pauvreté. Ce sont des gens qui ont plus ou moins des situations, un travail plus ou moins fixe, des revenus plus ou moins fixes, mais c'est une sorte de mal de vivre qui a fait qu'ils ont décidé de quitter et qu'ils se retrouvent dans des conditions qui sont pires que celles nettement pires que celles qu'ils ont laissées en Tunisie. Donc ce film aussi m'a interpellé parce que ça justement, ça cassait un peu ce migrant surdéterminé par des conditions économiques qu'on voit dans les médias, etc. Je ne nie pas cette réalité, évidemment, mais ça permet ce film, dans tous les cas, m'a permis de voir aussi la nuance, quelque part. Voilà. Myriam, dans le cinéma algérien, est-ce qu'il y a aussi ou cinéma dans la région d'ailleurs, un positionnement particulier sur ces questions qui seraient différents du positionnement occidental, si on peut le dire comme ça? Alors, moi, je pense que ce qui est intéressant, et pour reprendre un petit peu ce que disait Iqbal, par exemple, comme dans un film comme le documentaire Babylone, ce que je trouve doublement intéressant, c'est que non seulement, bon, alors, il y a un geste cinématographique complètement original, mais il y a aussi un choix, c'est-à-dire que pendant que toutes les caméras à ce moment-là sont braquées sur Tunis parce qu'on est en pleine révolution, ils choisissent ce lieu. Voilà, et il y a pour moi comme un contre-discours. Et pour moi, en fait, beaucoup de films qui parlent des migrants subsahariens sont un petit peu dans dans ce positionnement contre un discours hégémonique. Alors, en effet occidental, d'accord, donc représentation médiatique,
des images dont on est saturé, évidemment, hein, voilà, que ce soit les journaux, etc., mais aussi contre un discours hégémonique au niveau des pays eux-mêmes. Je pense par exemple à l'Algérie et je pense à un film, à un documentaire de Nabil Djedouani et Hassan Farhani qui s'appelle Afrique Hotel, que les deux réalisateurs décident de tourner pendant que Alger fête le 50e anniversaire du festival panafricain. Et donc là, on a vraiment un geste clair hein, de vouloir contrecarrer ce discours en fait, voilà, d'une Algérie, on va dire, à la tête du panafricanisme, etc. Et au lieu de filmer le festival, les deux réalisateurs décident d'aller voilà, filmer des migrants et leurs conditions de vie. Donc c'est une série de 3 portraits. Et donc, alors le festival panafricain n'apparaît jamais, mais voilà, il est présent en filigrane, on le sent même intuitivement, et tout ce qui apparaît dans l'écran, sans victimisation, sans misérabilisme, c'est justement de montrer que pendant que l'Algérie célèbre le panafricanisme, les migrants, excusez-moi, ne sont pas forcément dans des conditions de vie, on va dire, satisfaisante. Il y a aussi évidemment Inland dont parlait Herbal à l'instant, de Telia, où là, d'abord c'est une figure féminine, et en plus c'est un parcours, voilà, Telia tord complètement le stéréotype et la représentation médiatique hein, en ayant ce personnage qui, plutôt que d'aller vers le nord et vers l'Espagne, décide en cours de film hein, finalement d'aller vers le sud. Gabla, hein, qui est le titre aussi du titre en arabe du film avant qu'il ait été traduit par Inland. Donc ce mouvement inverse, hein, cette quête, cette je sais pas, Odyssée peut-être, hein, puisque c'est un retour dans lequel l'accompagne donc le personnage masculin Malek joué par Kader Affa, qui est la jeune fille donc qui n'est pas nommée dans le film et qui est jouée par Rose Jacou. Donc on a, je pense, une volonté. Alors, on a parlé des médias occidentaux, mais il y a aussi des médias nationaux algériens. Il y a un bel article dans Orient 21 de Farida Souillard qui fait finalement une sorte d'inventaire hein, de toutes les représentations possibles du migrant dans la presse algérienne, francophone et arabophone, donc entre le Watan et le Khabar, je ne me souviens plus très bien des titres, où on a justement un petit peu ce dont on parlait, différentes représentations, que ce soit le criminel, la victime ou l'aventurier, hein, celui qui a du courage. Donc on a ces trois représentations, et j'ai l'impression que les réalisateurs consciemment ou pas, et finalement peu importe, essaye de construire une représentation voilà, différente ou, on va dire, j'ai presque envie de dire plus intéressante que ce que les médias ont tendance à offrir de manière un peu répétitive, systématique, misérabiliste, et j'en passe d'adjectifs pas très agréables. Et là aussi, la question des migrants subsahariens est évoquée en passant dans le dernier documentaire de Hassan Farhani, par exemple, dans 143 rue du Désert, ou à un moment donné, dans le café tenu par Malika, donc sur la route hein, qui mène vers Tamanrasset, on a des migrants, alors on ne comprend pas très bien ce qu'ils travaillent, et on a véritablement hein, ce rapport de force, de domination. Hein. C'est pas une scène toujours très agréable, où on voit clairement le racisme hein, s'exprimer vis-à-vis de ces deux jeunes hommes, tout en même temps voilà, les plaignant de devoir être expulsés puisque voilà, on évoque leurs compatriotes qui sont amenés par bus entiers vers la frontière. Donc
il y a en effet des films qui, voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on voit bien que c'est une question, lorsqu'elle est abordée, qui est abordée contre les représentations médiatiques, ou en tout cas, il y a cette tentative de le faire, en tout cas pour les migrants subsahariens. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, moi, la question qui m'intéresse, et vous allez me dire ce que vous en pensez, on est effectivement toujours pris, à mon sens, dans le discours sur les questions de migration, entre un positionnement qui va être effectivement, comme le disait Myriam Soie, de traiter les personnes migrantes de danger. Donc, c'est un discours qui est international, là. Voilà, criminels, danger, menace pour la santé, etc. À l'inverse, et ça, on le retrouve, à mon sens, assez régulièrement dans le cinéma, beaucoup dans le journalisme, mais aussi dans le cinéma, on va être dans quelque chose qui va tirer des larmes et qui va être un peu paternaliste et qui va vouloir dire que la situation est dramatique et qui va vouloir susciter un espèce de sentiment de charité chrétienne, si j'ose le dire comme ça. Et il me semble important, et le cinéma le permet et essaye de le faire, et c'est ce qu'essayent de faire finalement Hassan Ferrani et Nabil Jedwani dans Afrique Hotel. Le cinéma peut permettre de montrer de la normalité et aider à, entre guillemets, à trouver, si ça doit être le rôle de quelqu'un, je ne sais pas, mais aider à trouver une réponse à des problématiques internationales liées aux questions de migration. C'est aussi montrer que la migration est quelque chose de naturel, puisqu'on a tous voyagé, on s'est tous déplacés, on travaille pas forcément dans le pays dans lequel on est né, et a priori, on n'a pas posé de problème de sécurité aux uns ou aux autres. Et montrer de la normalité permet justement d'avancer sur cette question-là, et j'ai l'impression que c'est encore pas un positionnement courant, même s'il est possible. Alors, est-ce que le cinéma peut permettre de montrer de la normalité plus que du journalisme ou des images produites comme ça, à votre avis? La question. Oui. Qu'est-ce que tu entends par normalité? La normalité de cette situation, je n'ai pas très bien saisi là. Alors, par normalité, j'entends juste le fait de considérer le fait d'être migrant, non pas comme une situation exceptionnelle, mais comme quelque chose que beaucoup de gens ont fait et qui est ramené de l'humanité dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'avant d'être des migrants, et l'étiquette migrant correspond finalement à un statut administratif, avant d'être des migrants, ce sont des humains, donc avec des préoccupations d'humains, et peut-être plus que normalité, je dirais humanité. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il est très, très difficile de déployer un discours comme ça, général, sur ces questions, parce que les films, c'est au cas par cas, en fait. Il y a des films qui sont ouvertement et clairement qui s'inscrivent un peu dans le cinéma des droits de l'homme, donc c'est généralement très bien pensant, c'est tire-larme, ce sont des films qui sont là pour nous dire qu'il y a un très grand problème, mais ce n'est pas faux, bien sûr, et qu'il faut s'en préoccuper à des gens qui vivent la souffrance, l'exploitation, la pauvreté, l'exclusion, etc. Mais c'est-à-dire que là, ce sont des films qui s'intéressent à la question de la migration d'une manière frontale. Mais c'est-à-dire que la question de la migration prise dans un sens général comme ça peut surgir à l'occasion dans certains films sans que ce soit nécessairement le thème du film. Et dans ce cas-là, l'évaluation se fait fatalement film par film, quoi. Ce n'est pas que
il y a une différence entre penser philosophiquement et sociologiquement la question de la migration, finalement, et puis faire un film où il est question de migrants, de migration. Tout dépend d'où est-ce qu'on parle, d'où est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on a fait ce film, quelle est l'expérience qu'on a eue, qu'est-ce que ce sujet fait, qu'est-ce que ce sujet fait bouger en nous en tant qu'être humain. Moi, je pense que dans tous les cas, s'agissant de films, disons, dont le cœur est un peu la question de la migration, c'est un cinéma, qui part justement, malheureusement parfois, de l'idée que c'est un sujet porteur, justement. Donc à partir de là, ce sont des films pour lesquels on estime pouvoir avoir des débouchés. Parfois, ça, à d'autres moments, je ne généralise pas évidemment, mais à d'autres moments, il y a des cinéastes qui sont vraiment dans un acte sincère, justement, dans un acte artistique, mais aussi dans un geste politique militant, justement, qui à mes yeux, n'est pas suffisant, en tous les cas, pour faire un film. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un bon sujet pour faire un bon film, hein, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction. Je pense que, et c'est le problème de beaucoup de documentaires qui portent sur le thème de la migration. Bon, par la suite, dans la migration, il y a beaucoup de choses. Il y a ces déplacements, il y a l'itinérance, etc. Notre cinéma est un cinéma qui est plutôt sédentaire, justement. Je parle du cinéma tunisien et un peu du cinéma algérien. Que je connais un peu moins que le cinéma tunisien, mais l'idée, c'est que cette itinérance, c'est quelque chose de nouveau que nous ont apporté des cinéastes comme Tegui, par exemple, ou bien comme Alain Dinslim aussi à travers ses 2 longs métrages, mais aussi dans ses courts métrages, il y a cette idée du déplacement, de corps qui se déplacent justement dans l'espace urbain, dans le stade, vers le nord, dans Automne, et puis vers un ailleurs, une sorte d'atopie un peu dans de Last of Us. Et puis, donc, dans le dernier, donc dans Tlam Sacrilège, il est aussi question d'un mouvement comme ça, d'un mouvement d'involution. Donc, une sorte de retour, un peu de retour en arrière, une sorte de, comme lui le dit, une sorte comme ça de métamorphose inversée, quoi, de personnage. Donc, bien sûr que si on appréhende la question de la migration d'un point de vue philosophique, il est évident que c'est quelque chose qui est un peu plus normal, qui a toujours existé. C'est un thème qui s'est surpolitisé les dernières années, c'est incontestable. Et puis, donc, nous assistons aujourd'hui à une sorte de guerre des représentations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ben, l'idée, c'est instrumentalisé par les politiques du Nord, par certains politiques du Nord, par la droite et l'extrême droite occidentale en général, pour dire que finalement, c'est un danger pour la laïcité, pour la stabilité du pays, etc., etc. Et puis, il y a un contre-discours qui reste quand même timide, puisque les propositions du Sud portant sur le sujet restent quand même en termes quantitatifs nettement moins importantes. Et puis le problème, c'est que ce que pose aussi la question de la migration appréhendée par le cinéma, c'est justement c'est la possibilité qu'a le cinéma de constituer un levier politique. Justement, est-ce que ces films, même ces très grands films qui portent sur la migration, sont capables aujourd'hui d'infléchir des discours justement d'exclusion, d'ostracisation des émigrés, etc., etc.
Donc ça aussi, ce sont des choses voilà, qui doivent faire l'objet d'une réflexion. Enfin, je jette des jalons comme ça, mais c'est-à-dire que le cinéma aujourd'hui est-il encore un levier politique? Du moins un certain cinéma indépendant, engagé, plutôt à gauche, plutôt bien écrit, etc. Enfin, je dis n'importe quoi, mais les films de Pedro Costa, de Francesco Rosi, Fuoco a Mare, par exemple, qui est un très grand film justement sur la migration. C'est un film qui est en dehors des cercles justement de cinéphiles, des festivals, etc. Est-ce que c'est un film qui a cette possibilité justement de constituer un levier politique à même justement de remettre en question les grandes politiques en termes d'immigration européenne aux États-Unis, etc. Enfin, je suis mal placé pour parler des États-Unis. Il y a Malik qui pourra peut-être dire quelque chose sur le sujet, puisque la question se pose de manière, j'imagine, différente. Mais c'est-à-dire que moi, je pense que dans tous les cas de figure, filmer le migrant, quel qu'il soit, que ce soit un exilé, un réfugié politique, un migrant subsaharien en quête d'une vie meilleure, un migrant qui est en transit dans un pays, c'est au principe du geste documentaire. Si on s'intéresse au documentaire, c'est-à-dire c'est aller vers l'autre. C'est justement s'attaquer à cet autre qui est notre semblable, en fait. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de questions qui sont induites, dont on parlera, je l'espère, qui sont nécessairement induites par le fait qu'on est confronté à une altérité. Et puis, à partir de là, comment par le truchement du cinéma, justement, comment l'appréhender, de quelle manière, avec quel garde-fou, justement, avec quelle écriture, avec quel type de rapport, etc., avec quel dispositif. Donc, des questions de cinéma, en fait. Myriam, sur cette question du positionnement du cinéma sur les questions de migration et sur éventuellement ce choix ou pas, d'ailleurs, de la normalité. Alors, Leïla, tu nous poses la question, mais tu pourrais aussi en dire beaucoup, puisque toi-même, tu as réalisé un documentaire sur les migrants. C'est pour ça que je pose la question, ça m'intéresse d'avoir la vidéo. Voilà, et j'imagine que la question naît un petit peu voilà, voilà, qu'est-ce que c'est que de représenter la normalité. Alors, moi, ayant travaillé beaucoup sur les documentaires, évidemment, le dispositif immersif que tu choisis, que Nabil Djedouani et Hassan Farhani choisissent aussi, en faisant ce geste cinématographique que je trouve voilà, qui est très émouvant et d'une grande beauté, qui est de donner la caméra en fait à l'un de leurs personnages, parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux chambres, c'est un petit peu compliqué pour Hassan ou Nabil d'accéder aux chambres, il y a toute une séquence qui est filmée sans son, parce que le personnage a oublié de déclencher le son. Et alors, ils ont beaucoup réfléchi, mais ils ont gardé quand même la séquence. Et en fait, elle est tellement immersive, en fait, parce qu'en fait, on voit des bribes de la soirée de ces trois jeunes hommes qui partagent une chambre. Et donc, ce cinéma immersif qui fait appel au sens et qui, finalement... oui, voilà, instaure une humanité, comme le fait aussi le cinéma de Tarek Teglia, qui, pas seulement dans Inland, mais dans Roma ou Lentuma, puisqu'il y est aussi question de déplacement, d'abord de déplacement dans Alger, et puis de déplacement rêvé, fantasmé vers le nord des deux personnages. Et on voit bien et on le sait, Tarek Teglia a été très
du coup, j'allais faire un anglicisme, j'allais dire influential, pardon, mais il a beaucoup marqué les réalisateurs algériens, voilà, de la génération de Hassan Farhani, etc. Parce que voilà, il a montré qu'avec une caméra, une production indépendante, hein, comme le disait Iqbal, donc un cinéma écrit, on va dire un cinéma aussi, voilà, au plus près de ses personnages. Voilà, hein, sa façon de filmer à la nouvelle vague, etc., crée en effet une humanité. C'est-à-dire que finalement, peu importe les motivations, peu importe s'ils sont sympas ou pas, voilà, on suit ces personnages. Et peut-être que ce que tu disais, Leïla, par rapport à cette humanité, c'est qu'il faut le rappeler quand même, même si ce n'est qu'une déclaration, hein, dans la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on est tous censés avoir le droit, hein, de quitter tout pays, y compris le sien. Enfin, je veux dire, c'est quand même inscrit comme voilà, un droit inaliénable. Alors évidemment, hein, ça peut paraître complètement naïf et idéalisant, mais il y a quand même cette idée-là, je pense, sous-jacente quand le cinéma, voilà, se veut au plus près des personnages, quand le cinéma est écrit, quand le cinéma est immersif, voilà, de rappeler ce droit, en fait. Et que finalement, on n'est pas dans des situations qui devraient être si exceptionnelles ou si, on va dire, difficiles ou tout ce qu'on peut trouver comme qualificatif. Donc moi, je suis très... c'est comme dans Babylone, finalement, aussi, hein, cette immersion, alors, immersion poussée à son extrême dans les films, dans le film de Aladdin Slim, Ismail et Chabi, puisque il y a ce parti pris radical de ne pas traduire. Voilà, qui est annoncé dès le début du film, hein, qui nous dit qu'il n'y aura pas de sous-titres, donc voilà, les personnages vont parler alors, en grande partie arabe, français, mais aussi d'autres langues, et on ne traduira pas. Et moi, je trouve ça, pour moi, dans le film, dans Babylone, c'est vraiment ce qui m'a à la fois bouleversée et que je trouve d'une intelligence, parce que vraiment, là, du coup, on est vraiment dans l'humain. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin alors encore moins de voix off, hein, on n'a pas besoin voilà, de cette voix journalistique qui va nous expliquer où on est, etc. Tout est clair. Voilà, on est devant cette Babel, ce Babel en arabe, cette ville, cette cité, comme disait Iqbal tout à l'heure, qui se construit sous nos yeux, avec tout ce que ça implique, hein, à la fois de progrès, mais aussi de chaos, de régression, de déplacement un petit peu désordonné, etc. Et cette idée, voilà, pour moi, hein, l'absence de sous-titres, c'est vraiment le retour à une expérience finalement universelle. Ça donne une portée complètement universelle au film et aux propos. Et c'est exactement ce que fait ensuite, évidemment, Aladdin Slim dans The Last of Us et puis dans Flamus, évidemment, de poursuivre un peu voilà, sur comme le disait dans cette métamorphose inversée, avec cette manie aussi de ne pas donner de nom, les initiales, comme Tegia qui ne donne pas de nom à ses personnages, où finalement on est proche du personnage et finalement au cœur de l'humain. Voilà, de ce droit, hein, qui devrait être celui de tous, de se déplacer. Et qui en effet, pour beaucoup d'entre nous, et je dis ça en connaissance de cause, puisque je vous parle de bien loin des États-Unis, qui est souvent voilà, un privilège, un luxe ou un choix, mais ça n'est pas toujours évidemment le cas pour d'autres personnes. Alors, pour rebondir là-dessus, sur la liberté de circulation et sur ce que disait Iqbal tout à l'heure sur le positionnement, en tout cas la place
du réalisateur face à l'autre, qui est donc la personne migrante. Je vais partager avec vous une expérience personnelle par rapport au tournage de Derwisha, qui a donc été tourné en Algérie avec des personnes subsahariennes. Moi, je n'ai pas de contraintes de circulation parce que j'ai les bons passeports. Et donc, il y avait un moment sur le tournage où, entre deux séquences, je voyageais, j'allais voir ma famille, et quand je revenais, on me demandait où j'étais. Et là, systématiquement, on se posait la question du fait que je racontais avoir été à l'étranger sans problème, et ces personnes-là et moi, nous étions justement rencontrés de par leur statut de migrants à qui on interdisait de circuler. Et donc, il y avait une difficulté en tant que réalisatrice à accepter cette position qui était la mienne, qui était de dire, bah oui, je fais un film avec des gens qui ont moins de liberté que moi. Et alors, d'où ma question pour vous. Est-ce qu'il y a des positionnements problématiques de réalisateurs sur ces questions-là? Alors d'abord, je me demande qui sont les réalisateurs qui font des films sur la migration. Est-ce que ce ne sont pas d'abord eux déjà des personnes migrantes? Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on est sensible à ces questions-là? Et ensuite, est-ce qu'à certains moments, il y a des questions d'éthique qu'il faut se poser avant d'entreprendre ces films, ou est-ce qu'il y a des réalisateurs qui, selon vous, ne se sont pas correctement posé ces questions d'éthique? C'est-à-dire que il me semble que la première question, ben, c'est selon les films, c'est-à-dire que la question de la légitimité du regard que tu poses sur les migrants est au principe du film. C'est-à-dire que un réalisateur qui ne se pose pas cette question, soit il est extrêmement naïf, soit il est opportuniste. C'est-à-dire que concrètement, c'est une caméra qui débarque dans un monde qui ne demande pas, c'est un monde qui est souterrain, qui ne demande pas nécessairement à sortir au soleil, quoi. Donc cette question, je pense, est fondamentale, c'est-à-dire, donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire ce film, et en quoi ce film-là peut-il aider d'une manière ou d'une autre justement ces personnes à sortir de leur situation problématique. Donc je pense que les questions d'ordre éthique sont au fondement des choses. Bon, parfois, et certaines expériences montrent qu'on n'a pas vraiment le temps, que les films naissent comme ça à la faveur de hasard, de rencontres, et puis on se retrouve embarqué, mais il n'en demeure pas moins que la réflexion continue pendant le tournage aussi, et après, dans la post-production, dans le montage aussi. Bien sûr, ce ne sont pas des choses qui se font comme ça à la légère. Donc il y a nécessairement, à mon avis, une question justement de légitimité du regard qu'on pose, et puis la deuxième question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question de sa légitimité, on se pose aussi la question de sa place dans le film. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va être dans ce film? Est-ce qu'on est dedans, dehors, parfois dedans, parfois dehors? Qu'est-ce qu'on peut filmer? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on va garder au montage? Qu'est-ce qu'on va jeter? Tout ça, évidemment, parce que du moins les films sur les migrants classiques, je ne parle pas des films classiques sur les migrants, je ne parle pas du cinéma de Tegui, mais les documentaires, disons plutôt documentaires qui sont entre du documentaire journalistique et du documentaire de création, sont des films où ce genre de questions me semble extrêmement importante, parce
parce que, encore une fois, il y a, qu'on le veut ou non, une relation de pouvoir entre le filmeur et le filmé, évidemment, qui peut évoluer, elle n'est pas statique, elle est dynamique, ça tous les réalisateurs de films documentaires le disent, mais il n'en demeure pas moins qu'au principe, il y a comme une asymétrie qu'il y ait lieu de questionner. Et donc c'est à partir de là qu'on met en place un dispositif et qu'on se pose des questions de cinéma. À quelle distance, comment rester fidèle à la parole? Est-ce qu'on a besoin de la parole? Est-ce qu'on peut montrer les visages ou pas? Comment cadrer? Pourquoi? Comment? Avec quel... Évidemment, tout cela suppose un luxe en matière de temps que n'ont pas beaucoup de cinéastes qui s'intéressent à cette question. Il n'en demeure pas moins que dans beaucoup de films qui semblent avoir disposé d'un temps suffisant et d'un certain confort au niveau du tournage, on sent que ces questions sont complètement occultées et qu'on est beaucoup plus dans un cinéma qui est en quête de sensationnel, donc tearjerker, donc un peu, tire-larme un peu, hein, parce qu'on part du principe qu'on a un bon sujet. Donc, à partir de là, on a un bon sujet qui est légitime et légitimé par l'opinion publique internationale. Donc, à partir de là, ça suffit à faire un bon film. Donc ce sont des films qui sont terminés avant d'avoir commencé. Et donc, ça donne des catastrophes. Donc, ça donne des choses qui, à mes yeux, sont absolument abjectes. Ou bien, parfois aussi, c'est de l'opportunisme. C'est pour ça parce que ça marche. Ça marche, on sait que ce sont des choses qui peuvent passer dans les circuits internationaux de financement. C'est un thème qui est toujours porteur. Et puis donc la bien-pensance, ça peut rapporter de l'argent. Donc, il y a des cinéastes, je ne généralise pas, évidemment, hein, je ne généralise pas du tout, loin de là. Il y a des cinéastes qui peuvent aussi, justement, s'engouffrer dans la brèche rien que pour faire un autre film, tout simplement. Donc, parfois, ça se ressent dans leur manière de filmer, justement. Alain Contemporain, je vais revenir à Pedro Costa, je vous casse les pieds un peu avec Pedro Costa. Pedro Costa, c'est une caméra fixe, c'est des films, des films qui peuvent durer 3h30, mais des gens qui parlent, c'est-à-dire on sent que derrière, il y a une écoute. Ce sont des fictions minimales, vraiment minimales, c'est mis en récit, c'est fictionnalisé, mais il y a quelque chose comme ça, comme un respect extrême de la caméra et de la personne qui est derrière la caméra, qui est le réalisateur, pour ces personnes, justement, qui sont en train de parler. Donc là aussi, c'est une question, comment installer ce type de rapport? Donc on revient à la question du positionnement du cinéaste, comment installer ce type de rapport avec des personnes qui ne connaissent rien au cinéma, à la caméra, un cadre, etc. Mais comment faire en sorte, justement, que cette parole soit aussi sincère, aussi poignante, aussi sage, justement, venant de personnes totalement déconsidérées, qui sont comme des ondes de la ville, un peu, dans une sorte no man's land, un peu, qui vivent en dehors de la lumière, dans la nuit, dans la nuit la plus totale. Bon. Donc, pour moi, pour revenir à ta question d'origine, il est incontestable que s'agissant de migration, mais s'agissant de démarches, je parle ici du documentaire essentiellement, les questions éthiques sont très lourdes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas dans la fiction, loin de là. C'est évident que ça existe aussi pour beaucoup de cinéastes. Voilà, ce n'est pas un enjeu principal, c'est une question idéologique par la suite, mais pour moi, de mon point de vue, c'est-à-dire filmer, l'idée, c'est
c'est quelque chose. L'enjeu fondamental, c'est la question de la représentation digne des gens que l'on filme, de la vulnérabilité. Donc, le migrant n'est pas. Le migrant est aussi un homme debout, quelque part. Un homme avec un grand H, hein, évidemment. Hein, donc, filmer les migrants, c'est filmer aussi des gens qui ont fait quelque part des choix et qui sont dignes aussi. Et ça, évidemment, cette question de la dignité traduite dans le langage cinématographique induit un certain nombre de choix qui relèvent justement du réalisateur et de la représentation qu'il se fait de son métier, de son acte artistique, de son geste artistique et politique, fatalement. Et puis, donc à partir de là, ça entre de plein pied dans des questions d'ordre éthique. Voilà. Myriam, sur cette question de la dignité, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question pour les réalisateurs? Alors oui, pour élargir un petit peu aussi le propos hein, sur la migration, il y a évidemment la question des harragas. Voilà, harragas aussi, hein, qui sont souvent dans le discours voilà, considérés comme des criminels, des voyous hein, qui quittent leur pays, etc. Enfin, je parle évidemment du discours médiatique dominant. Et il y a une volonté oui, de représenter ces personnages, ces personnes, quand c'est documentaire ou personnages, dont je pensais au film de Merzaq Alouesh, Harraga, et puis de l'autre côté, un documentaire son nom m'échappe, de Maryam Achour Bouakaz, qui s'appelle Hargin Hargin. Voilà, avec l'insistance de ils vont brûler, quoi, ils vont y aller, qui a un court documentaire où elle interroge voilà, des personnes qui ont essayé, qui ont échoué, ou les parents de personnes qui ont été aussi qui ont disparu en mer pendant la traversée. Et en effet, la question ici, elle est vraiment de restaurer voilà, de sortir de ce cliché, de ce stéréotype voilà, du désespoir, voilà, du voyage improvisé ou misérabiliste. Hein. Il y a vraiment une volonté voilà, de redonner parole au parcours. Si Aladdin Slim le fait dans le silence hein, ou sans la traduction. Là, on a aussi un cinéma qui donne beaucoup la parole aux acteurs, c'est-à-dire qui leur redonne finalement le contrôle du discours. Enfin, c'est eux qui produisent un discours sur eux-mêmes finalement. Et là, en effet, il en va de la responsabilité du réalisateur, de la manière dont il permet à ce discours de s'exprimer, de se déployer avec voilà, tout ce que ça implique comme éthique hein, dans la façon d'interroger, de filmer, de cadrer, etc. Et pour revenir à la question dont tu parlais, où tu disais, est-ce que c'est pas cette question de dignité, c'est lié aussi au parcours même des réalisateurs? Est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas des migrants? Alors oui, on a beaucoup de films où c'est justement les mouvements migratoires des réalisateurs qui les amènent aussi à filmer cette question-là. Je pense par exemple au premier... non, c'est son deuxième court-métrage de l'IS Salem, Cousine, qui avait eu voilà, qui avait lancé un petit peu hein, sa carrière. Et dans Cousine, bon, ben voilà, on a un jeune homme qui manifestement a quitté l'Algérie pour vivre en France et qui revient à Alger à quelques jours, à quelques semaines du début de ce qu'on va appeler la décennie noire ou la guerre civile. Et on est clairement là, chez l'IS Salem, il me semble, dans une volonté de restituer voilà, une réalité
qui est liée à son parcours, puisque lui-même voilà, a quitté l'Algérie à l'âge de 10 ans, il me semble, et voilà, pose la question de la difficulté du retour, puisque ce cousin, justement, hein, qui revient auprès de ses cousines, il y a un des personnages qui lui dit bah voilà, toi, tu es allé en France, tu reviens, tu es tout beau, tu es sympa, donc tu les emmènes à la plage en parlant des cousines, et tu sais pas ce que c'est que d'être ici. Et on voit bien une volonté ici non pas de coller à l'expérience autobiographique, mais quand même d'écrire voilà, un parcours qui est proche du réalisateur. Il y a aussi le documentaire Chantier A de Karim Loualich, où là aussi, Karim Loualich, après plusieurs années loin d'Algérie, son retour. Et alors là, on est dans le documentaire, donc on est vraiment dans l'immersion. Il pose cette question hein, oui, de la difficulté du retour, de la difficulté de la réadaptation, de la question du changement et tout ce que ça peut impliquer. Et on voit bien que oui, le réalisateur là, il se bat avec, il n'a pas envie de faire un film exotisant, il n'a pas envie de faire un film orientaliste, il n'a pas envie de raconter voilà, le voyage depuis l'Occident, qu'est-ce que ça fait. On essaye d'aller dans des questions un peu plus d'ailleurs un peu plus intime, hein, le rapport à sa famille, et puis des questions c'est un très très beau documentaire Chantier A sur cette question. Avec aussi, je crois, pour répondre un peu pour continuer avec cette question des dispositifs, je pense que tous ces cinémas-là sont un petit peu, je rebondis sur Chantier A, parce que c'est un titre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a cette idée de chantier, et je pense que c'est quand même voilà, dans beaucoup de ces films, mais pas seulement pour la question des migrants, mais je pense que ce sont des films en chantier un peu. Ce sont des cinématographies en construction, qui sont aussi un peu conscientes aussi de leur précarité dans un système de distribution. Voilà, qui a vu Chantier A à part en festival ou dans la page Facebook créée récemment qui s'appelle Cinéma Bladraham, si quelqu'un trouve. On est quand même aussi face à cette question-là des destinataires, avec ce gros cliché hein, qui veut faire croire qu'on n'a pas de spectateurs alors qu'on en a, selon moi. Il n'y a qu'à voir les engouements justement pour les mises en ligne de films gratuites depuis ce qui nous arrive avec le confinement, où on a plein de plateformes qui proposent ça. Et je pense que voilà, ce cinéma-là, il se pose beaucoup de questions par rapport à son sujet, mais aussi par rapport à sa place dans une industrie ou dans un circuit de distribution dans lequel il n'a pas toujours beaucoup de visibilité. Et par exemple, dans Chantier A, je trouve ça génial parce que le film commence avec il pleut et alors, le réalisateur est en train d'essayer d'essuyer un petit peu la pluie sur sa caméra. Et voilà, j'aime bien ce geste un peu d'essayer de trouver un peu de clarté ou d'effacer d'effacer les gouttes de pluie qui voilent un peu l'image. Et j'ai l'impression que c'est un peu un effort constant, en fait, hein, de certains réalisateurs. Après, on a aussi les départs un peu classiques, on va dire un peu plus... je vais dire le mot, hein, tant pis, les débords un peu plus bourgeois. Hein, donc, on a quelques films aussi qui parlent de cette question de l'éminence du départ. Est-ce que je dois partir? Notamment le dernier film de Sophia Jamal, Les Bienheureux, où il est question, le couple, l'un des sujets de tension du couple, c'est est-ce que leur enfant doit partir en France ou pas, puisque eux avaient courageusement décidé de rester en Algérie pendant les années 90. Et on voit bien qu'il y a une tension, puisque voilà, le personnage féminin joué par Nadia Kassi est dans une sorte de regret d'avoir décidé de rester. Elle veut que son fils parte, le père veut que le fils reste, et le fils, lui, veut rester. Et donc, on a bien aussi, et je pense que là aussi, on retrouve un peu... alors, je
pas faire d'interprétation purement sainte-beuvienne en disant voilà, c'est forcément la vie de l'auteur qui est mise en image, mais un petit peu quand même, puisque voilà, Sofia Jama aussi fait partie de ces réalisateurs algériens ou ces réalisatrices algériennes qui vivent en France, mais qui continuent à tourner et à travailler en Algérie. Et alors, je crois que c'est Melzar Aloueche qui a beaucoup, un petit peu souffert de ça, puisque voilà, quelqu'un qui a travaillé en Algérie longtemps, puis ensuite qui est parti en France. Alors, on l'a accusé ensuite de faire des films pour les Français. Enfin, il y a toute une... Et puis, on dit maintenant que c'est un réalisateur immigré, ou lui, il dit, mais je ne suis pas un réalisateur immigré, je crois qu'il dit, je suis un réalisateur en transit. Je crois que c'est Fawzi Ben Saïdi, le réalisateur marocain, qui dit qu'il est de passage. Et je pense qu'il y a vraiment, véritablement, chez beaucoup de réalisateurs, voilà, Hassan Farhani vit à Marseille, Jamal Kerkar vit à Paris, Lia Salem vit à Paris aussi, Tarek Taghia vit quelque part en Grèce. Donc voilà, on a aussi cette voilà, une diaspora, pour reprendre un terme un peu voilà, mis à la mode par Nafissi, qui parle de cinéma accentué ou diasporique, qui finalement, cette expérience des réalisateurs transpire un petit peu dans leurs films. Et d'où finalement l'apparition sous une forme ou une autre de la question migratoire ou du déplacement ou de l'exil ou du retour. Et en plus, en disant tout ça, je n'aborde même pas tous les films qui parlent d'immigration. Donc Rabah Hammer Zaimesh et Le Retour, Bouchareb avec Cheb, enfin voilà, et un certain nombre de films. Si je peux me permettre d'apporter un bémol, parce que Oui. la situation est légèrement différente en Tunisie concernant du moins Oui. le cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelques cinéastes qui vivent en France et qui tournent à Tunis. Je pense à Leïla Bouzid, je pense à Mahdi Amili, Walid Matar, mais le gros du contingent est fait de cinéastes qui vivent en Tunisie. Donc, mais moi, pour revenir à la question de la migration, c'est une hypothèse que j'avance, du moins pour le documentaire sur la migration, c'est-à-dire que le problème il n'y a probablement pas encore suffisamment de films, ou du moins suffisamment de films marquants sur la question de la migration, parce que on en est encore au stade de la conquête de l'espace public qui était complètement verrouillé. Donc, les documentaristes tunisiens sont encore justement dans cette phase justement d'apprentissage de ce qu'est la Tunisie. La question des migrants en fait partie, mais ça reste quand même très, très largement en deçà de l'importance de ce thème tel qu'on le voit dans son appréhension par les médias, par exemple. Donc, il y a quelque chose ce retard s'expliquerait par le fait que, justement, il y a cette ouverture, cette conquête progressive de l'espace public tunisien qui ne s'est ouvert qu'il y a 10-12 ans, et puis qu'on a forcé par moments avant la Révolution, et ça a donné lieu à des films aussi très, très intéressants, des films un peu de contrebande, mais donc c'est ce qui fait que certains documentaristes sont encore au stade justement de nous donner à voir ce qu'est la Tunisie, telle que cela représente. Donc c'est pour ça qu'il y a, ce n'est qu'une hypothèse, c'est pour ça que la question des migrants reste relativement secondaire jusque-là, en termes d'importance statistique, je veux dire ici, en nombre de films. Oui, et puis je pense que pour l'Algérie, pour des raisons peut-être
sensiblement différentes. On a aussi, en raison de la guerre civile des années 90, c'est quand même une production en baisse, et puis un système politique, même si différent hein, du système policier tunisien, mais qui quand même contrôlait un petit peu la parole. En tout cas, pour ce qui est du documentaire, on a à nouveau voilà, des œuvres de plus en plus nombreuses, alors que voilà, ce n'était pas le cas auparavant. Et du coup, ça confirmerait ton hypothèse, Iqbal, que la question est aussi commence à être abordée comme beaucoup d'autres questions que le documentaire finalement explore, parce qu'il y a un espace qui s'ouvre, en effet, et puis il y a une volonté de réécrire le récit officiel ou le récit nationaliste ou le récit hégémonique ou le récit médiatique dominant. Et c'est vrai que c'est assez récent et ça contribue. Et peut-être que voilà, la question migratoire, à l'avenir, aura peut-être plus de place. C'est tout à fait vrai. Et ce qui est frappant en Algérie aussi, c'est qu'il y a justement cette convergence. Si on prend l'Amin Ammar Khouja, Oui. Hassan Farhani, Oued El Oued, Zahzah. Abdel Zahzah. Abdel Zahzah, Chantier A, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça, en l'espace de 4-5 ans, le cinéma de l'Amin Ammar Khouja, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui sont relativement simples, mais pour la première fois, on voit l'Algérie, les Algériens s'exprimer tels qu'on ne les a jamais vus durant 40 ans de cinéma en Algérie. Ni l'Akbar Hamid, ni personne n'a réussi justement à nous montrer cette Algérie-là, justement, que même dans Birdo, qui est très écrit, etc., mais on ne peut pas moins qu'il y a quelque chose comme ça, que le militantisme de ces cinéastes, justement, réside dans le fait que, tout simplement, ils ont pris un micro qu'ils ont donné aux Algériens pour qu'ils s'expriment. Complètement. Et justement, l'image qu'ils nous donnent, justement, de cette Algérie-là est une image, ce sont des images qui sont manquantes dans l'histoire de la représentation cinématographique ou télévisuelle d'Algérie. Complètement. Ça aussi, c'est un phénomène très intéressant. Ben voilà, c'est bien, tu me confirmes dans la rédaction de mon livre. C'est exactement. Voilà, non, mais c'est sur le documentaire algérien, c'est ça en fait pour moi. Hein. C'est vraiment la construction d'un contre-discours dans lequel voilà, la question migratoire apparaît, notamment, comme je le disais au début, hein, par rapport à la question migratoire, voilà, ce mythe d'une Algérie à la tête du tiers-monde, panafricaniste, mais en fait, qui ne l'est plus du tout. Il n'y a qu'à lire, voilà, je crois que c'était ton article, Leïla, hein, c'était dans Orient 21, où tu fais un bilan assez désespérant, en fait, de la manière dont sont traités les migrants jugés illégaux. D'ailleurs, c'est le même article qui est appliqué aux Harraga et aux migrants, j'ai l'impression. Qui les condamne hein, selon le code pénal, hein, c'est bien ça. Enfin, tu en sais plus que moi, donc j'ai pas envie de. Mais ouais. Oui, alors, je vais vous lire, on a un commentaire et une question. Oui. Donc, le commentaire de Monsef Labiad qui dit « Est-ce que c'est un droit humain et éternel de se déplacer dans cette planète qui nous appartient tous en tant que droit acquis puisque le bon Dieu nous a offert des membres supérieurs et inférieurs pour pouvoir se déplacer? Ou est-ce que c'est un dépassement de la loi fixée par les pays riches qui nous interdit de se déplacer partout sur cette terre ?» Alors, je vais répondre en premier, puis après, je vous laisse faire. Ce sont clairement des questions de législation imposée par certaines parties du monde sur d'autres. Juste un exemple, le moment où la criminalisation de la migration irrégulière, c'est-à-dire sans titre de transport valide, le moment où ça arrive simultanément dans le Maghreb, c'est 2008. Et à ce moment-là, c'est le moment où l'Union européenne, elle, tente de
de criminaliser encore plus et de fermer ses frontières. Donc, oui, moi, je répondrais que c'est un dépassement de la loi fixé par les pays les plus riches. Est-ce que ça vous inspire autre chose? Non, moi non. C'est-à-dire que philosophiquement et politiquement, c'est un droit inaliénable, mais nous vivons dans un monde où ce droit est complètement reste, reste inappliqué. Donc, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Et le plus fort aujourd'hui ne veut plus des migrants. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ouais. Avec, voilà, hein, c'est ce que je disais aussi, hein, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. On a le droit de se déplacer, ça c'est en théorie. Hein. Évidemment, en pratique, c'est dans un monde de domination. On le voit bien d'ailleurs avec cette pandémie, que immédiatement, hein, les mesures premières ont été de limiter les déplacements. Et donc on se retrouve voilà, dans cette situation qui risque finalement ouais, de s'aggraver. Mais bien qu'il m'a semblé voir qu'il y avait eu des mouvements inverses, nord-sud, pardon, de migrants qui quittaient l'Espagne, il me semble. Pendant le Covid, là. Ouais. D'accord. Je ne sais pas. Alors, oui. On a une remarque de Insaf Machta qui dit oui. Il me semble qu'il y a aussi bien dans Inland que dans Chantia une exploration du territoire du nord au sud, des personnages qui se déplacent et qui vont à la rencontre d'une altérité, et des Algériens habitant au sud du pays, et qui ne sont pas du tout représentés ou alors très peu, et qui permettent de relier le territoire à un autre plus large. Et de ce fait, ce déplacement est ce qui crée le lien au sein du territoire qui a été en fait scindé, fragmenté par le discours nationaliste en invisibilisant ses propres citoyens. Il me semble aussi que représenter des migrants permet de poser un regard décalé, décentré sur sa propre société. Ce qui est primordial, c'est le déplacement du regard. Donc ça, c'était la remarque de Insaf Machta. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Comme souvent, Insaf a raison. Mais oui, oui, complètement. Hein, dans Chantia, en effet, puisqu'au départ, il rentre chez lui, puis ensuite va dans le sud, et puis inland, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'il y a ce demi-tour. Et en effet, il y a un questionnement, hein, voilà, encore une fois, de ce discours nationaliste unificateur, hein, un seul héros, le peuple uni, en fait, qui finalement ressemble plus au peuple du Nord qu'autre chose, et encore pas toute la région du Nord, mais ça c'est un autre débat. Et oui, dans ce déplacement, et clairement, il y a une volonté d'explorer le territoire et de réintégrer oui, des parties oubliés, opprimés, tus de l'identité. Alors dans Inland, c'est clairement voilà, l'Afrique, hein, puisque voilà, on est même parfois on dit les migrants africains. Moi, ça me fait sourire à chaque fois, comme si l'Afrique du Nord n'était pas africaine. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur subsaharien, qui n'est pas non plus un super terme, mais qui me permet au moins d'avoir une délimitation géographique qui n'exclut pas, comme si on faisait partie de deux continents. Et puis dans Révolution Zen aussi, il y a aussi cette exploration, alors pas seulement africaine, mais aussi au-delà voilà, de différentes identités, d'un passé plus complexe que celui que le discours officiel a tendance à marteler par rapport à l'Algérie. Et c'est vrai, j'oubliais, dans la deuxième partie de Chantier A, c'est vraiment là, du coup, il revient chez lui, puis ensuite il va dans une région qu'il connaît moins bien. Et voilà, ça pose cette question de l'identité. Insaf a tout à fait raison.
Oui, mais je crois que les motivations sont différentes entre Karim Loualich, Allah yarhamou, qui est Ouais. parti, Oui, justement, et le et t'as- personnage de Inland, justement, c'est-à-dire que chez Karim Loualich, dans Chantier A, il y a cette interrogation sur ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Mhm. Karim Loualich explore évidemment des régions, comme l'a dit Insaf, qui sont invisibilisées. Une Algérie qu'on ne voit pas, une Algérie du Sud, qu'on a vu vaguement, mais folklorisée dans Dolly ou d'Atamarnas. Ça, c'est le premier film qui nous a montré un peu le Sud algérien. Mais dans Inland, c'est une sorte d'errance qui coïncide avec l'état d'un personnage. Un personnage qui est bloqué complètement, qui est bloqué dans sa vie, bloqué dans son travail, etc. Et puis, il fait cette rencontre et c'est à la faveur de cette rencontre, justement, que commence l'errance, justement. Donc, ceci dit, c'est vrai que dans les deux cas, cette question du territoire, justement, se pose et ce qui y est afférent, à savoir la question de l'identité, même si ça vient de manière indirecte dans Inland, à mon sens, hein, parce que, voilà. Mais Ouais. Ouais. Dans Inland, il y a aussi quand même à la fin une sorte de dissolution de la frontière. Et puis, il y a un jeu aussi sur la cartographie, puisque le personnage est oui, là oui. pour, voilà, et puis, voilà, évidemment, il est bloqué, donc il n'arrive pas à délimiter ce territoire. Voilà, justement, il n'y parvient pas pour plein de raisons. Et puis, voilà, la séquence finale, c'est quand même cette frontière un peu qui s'efface et qui, finalement, oui, fait du film quelque chose d'un peu plus transnational que Chantier A, ça c'est sûr, mais qui pose aussi, selon moi, la question de l'identité algérienne, en tout cas de la nécessité je sais pas, j'ai pas envie de dire de la redéfinir, mais de l'élargir, quoi, par rapport à Élargir la carte. C'est ce élargir qu'il la dit. carte. Voilà, la carte Élargir la d'ailleurs, carte. C'est ce qu'il voilà. dit d'ailleurs. C'est ce qu'il dit. Il dit exactement. Là, je suis passé de Alger et de la Madrague, justement, et de sa banlieue, Ouais. justement, vers Ouais. Et puis il y a même ce geste, hein, à un moment donné, on ouvre une carte, alors on voit pas très bien la carte, justement, parce elle est filmée en contre-jour, elle est toute blanche. Et ce qui, voilà, bon, c'est toute l'intelligence de Telia, hein, par juste un petit geste de dire, voilà, cette carte finalement, où en fait le personnage féminin montre la route, on voit rien, rien du tout. Et donc voilà, finalement, il y a plus de carte. Ouais, ouais. Peut-être aussi que l'une des questions sur cette question du déplacement que vous évoquez, moi, ça me fait penser à autre chose dont je parlais justement avec Insaf Majta il y a 2 jours à propos d'Erouicha. L'intérêt d'un film comme Babylone est aussi pour moi celui d'évoquer l'arrêt, ce moment de la migration où les choses sont à l'arrêt et non pas cette route qu'on raconte beaucoup, qui est évidemment le déplacement dont on parle le plus dans les médias, mais qui du coup est aussi utilisé au cinéma. Il y a une différence et du coup, on raconte plus la route que l'arrêt. Or, dans un parcours migratoire, ce qui est le plus long et le plus important en termes de proportion de vie, c'est ce moment où les choses s'arrêtent entre 2 étapes ou alors à un endroit où on s'arrête en croyant que c'est la fin, mais finalement, il y a quelque chose dans la vie qui va nous pousser plus loin. Voilà, je me souviens, nous, on avait réfléchi à ça sur Derwisha, ça nous semblait important de raconter l'arrêt, la pause, le moment où la vie reprenait le dessus, parce que la route, c'est finalement ce qu'il y a d'extraordinaire, entre guillemets, dans la migration. Mais ensuite, une fois qu'on est à l'arrêt, il y a la vie qui reprend.
Et c'est vrai que si on réfléchit aux quelques films algériens qu'on a évoqués, je parle des documentaires, Afrique Hotel, et puis aussi 2 petits documentaires courts-métrages qui ont été créés il y a 3 ans et il y a 2 ans dans le cadre des laboratoires d'Alger. Donc c'est le dispositif de l'Institut français. C'est vrai que là, on parle de l'arrêt, on ne parle pas de la route. Ce sont pas des films où on va suivre quelqu'un sur la route dans le désert ou vers la mer, etc. Et peut-être que c'est l'une des manières aussi de répondre à ce dont parlait Iqbal plus tôt, qui est euh, comment est-ce qu'à certains moments, des films sur la migration peuvent être un moyen pour le réalisateur de faire parler de lui et de son courage, au lieu de faire du cinéma et de parler du personnage. Euh, voilà, pour moi, il y a une vraie question dans cinéma et migration sur est-ce qu'on raconte la route, est-ce qu'on raconte l'arrêt. Et dans mon cas, moi, je préfère raconter l'arrêt, mais c'est voilà, c'est juste mon choix personnel. Non, et puis c'est-à-dire que euh, par voie de conséquence, et par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, pour- pourquoi est-ce que justement, est-ce que l'arrêt ne, ne serait pas ce moment où les migrants raconteraient la route? Parce que faire la route, préférer la route à l'arrêt, c'est quelque part faire beaucoup plus confiance à l'image qu'à la parole des migrants. C'est-à-dire que ces migrants qui sont passés par des expériences extrêmement douloureuses, qui vont nécessairement les marquer à vie, sont à même de restituer cette expérience par la parole, justement. Donc ces caméras qui, qui s'embarquent dans des navires de fortune, bon, c'est vrai que la prise de risque est là, mais parfois, justement, il y a comme une sorte de dévoiement des films où, justement, c'est une caméra immersive qui va suivre, justement, le trajet d'un certain nombre de trucs, tout en sachant que le réalisateur a généralement une équipe avec lui, qu'il a un 4x4, etc., qu'il peut en plein désert aller dans un truc, je ne sais plus où. Donc, et que dans la barque, dans tous les cas, il a le bon passeport. Donc au pire des cas, rien ne va lui arriver. Évidemment, je ne remets pas en question les choix des réalisateurs qui choisissent. Et parfois, ces choix-là déroutent un peu les films, hein. Déroutent, les font sortir de leur route et on a comme l'impression justement d'assister en direct un peu à une sorte d'entreprise héroïque faite, 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 faite par le réalisateur. Et puis, ça colle de plus en plus aussi à ce qu'on voit à la télévision. Moi, c'est-à-dire, pour revenir à cette question, est-ce que filmer la route ou l'arrêt, moi, je serais beaucoup plus pour filmer l'arrêt si on a le choix aussi, bien sûr. Si on en a le choix et le désir. Mais n'en demeure pas moins que la route me semble être beaucoup plus problématique aujourd'hui parce que c'est un dispositif qui est tellement galvaudé maintenant qui n'a plus aucune espèce d'impact sur le spectateur. Les caméras qu'on embarque dans des navires de fortune, il y en a tous les jours à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, moi et c'est aussi une manière aussi de, de replacer la parole des migrants, leur mémoire, justement, traumatique, mais au centre du film. Donc, je n'ai pas besoin de voir, mais
mais je crois en ce qu'ils disent. C'est ça qui est important, en fait, finalement. Du coup, moi, ça me fait penser à un film que j'ai vu, c'est un documentaire afghan qui s'appelle Midnight Traveler, et en fait, qui est réalisé par un réalisateur afghan qui Mais je lui-même. connais Ouais, le documentaire. ouais, Oui, tu je vois. connais. Et là, c'est son parcours, c'est sa famille, donc bon, voilà, hein, et là, on est vraiment dans la route et l'immobilité, c'est-à-dire que ce parcours, comment dire, voilà, du combattant, hein, c'est ce parcours terrible et difficile. Il le filme justement, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, dans l'alternance du lieu où ils sont tenus de rester dans des camps à attendre des réponses pendant très Oui, oui, longtemps, où on oui, voit oui. l'ennui, enfin les enfants qui en peuvent plus dans une sorte voilà, d'espace restreint. Et puis on a aussi la route et ses dangers. Et là finalement, alors ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est son parcours, il n'y a pas de question éthique. On est quand même, voilà, il filme son propre, voilà, son propre voyage, voilà, avec ce titre de Midnight Traveler, voilà, de voyage souvent de nuit. Et j'ai trouvé, voilà, le geste cinématographique assez intéressant, j'avoue. Non, mais là, c'est un autre cas de figure. C'est-à-dire Oui, oui, que c'est quelqu'un qui fait quand même l'expérience de la migration. Il passe par plusieurs pays avec sa femme. Il est vaguement photographe et vidéaste chez lui en Afghanistan. Il décide de partir et puis à partir de là, il filme son voyage. Mais là, évidemment, c'est-à-dire que le film existe parce que le personnage, qui est aussi le filmeur, quelque part, a décidé de se filmer avec sa famille. Et ça fonctionne très bien parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. voilà, c'est pas du tout voilà, pour faire pleurer seulement. Mais c'est vrai que là, du coup, on est dans le cas de figure presque idéal de je me filme moi-même. Enfin voilà. Et donc, ouais. Et c'est un geste intéressant. Oui, absolument, absolument, incontestablement aussi. Très bien. Alors, comme il est presque 23 heures à Tunis et à Alger, et je ne sais pas quelle heure il est Oh, chez nous. il n'est que 18 heures. Il n'est que 18 heures. On va mettre un terme à ce débat maintenant. Merci beaucoup, Myriam Belkaïd et Iqbal Zaliha, d'avoir été là pour ce débat. Alors, le festival Saha Shriptek continue. Le programme est sur la page Facebook sur laquelle vous êtes en ce moment. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Et merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.